Je sais pas. C'est marrant, des fois j'emploie l'expression individualité serviable. Et alors, c'est marrant parce que je l'ai souligné là. Ça c'est l'Espagne et puis l'Amérique du Sud. Ça c'est Aragon. Ça c'est la Russie. Il a même été faire après un discours à Gdansk. Et il y avait une journaliste polonaise qui habitait Aubervilliers. Mais c'est le travail qui est malade, il faut s'attaquer à ce qui fait que le travail est malade. Et ça, c'est la grande question. Pour moi, c'est la plus grande question politique, actuellement en France et pas seulement. Et alors, qu'est-ce qu'Yves Clos vous-même préconisez comme manière d'aborder ce... Par exemple, la question du management. Quand vous discutez avec les gens, mais même dans une collectivité locale, par exemple, ici, en ce moment, ils ont embauché un certain nombre de personnes qui sont des adeptes du management. Alors, ça bouleverse beaucoup de choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas bouleverser, hein. Mais ça bouleverse dans un sens que les gens sont dans l'inquiétude permanente, quoi. Ils sont stressés. Il n'y a plus rien, d'agréable, vous voyez. L'esprit des affaires l'a emporté sur les affaires de l'esprit. C'est vraiment ça la situation, comment dirais-je, aujourd'hui, quoi. Et alors, à votre avis, comment on en arrive à cette déformation de la réalité par le chiffre? C'est le chiffrage. Ouais. Alors là, je parlais toujours d'œuvres d'art, l'autre jour on en a parlé, mais il n'y a pas que l'œuvre d'art, il y a toutes sortes de professions intellectuelles dont le fond est le déchiffrage des choses. Et maintenant, elle a en face d'elle, elles ont en face d'elle, une politique du chiffrage de toutes choses. Ce qui est aberrant. On sait bien qu'on ne chiffre pas tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, comment dirais-je, regarder les chiffres, vous voyez, hein? Mais encore, il faut les regarder avec intelligence, hein? Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas fait avec intelligence. Par exemple, je ne sais pas si je vous avais pris l'exemple, on a le théâtre à Aubervilliers, il y a un comité de suivi. Moi, j'y ai souvent assisté parce que c'est possible, quand j'étais maire. Et il y a un accord avec le directeur du théâtre, il a un contrat qui est sur les finalités de son travail. Donc il y a des débats. C'est discutable, discuté, et bien que c'est discutable. Et c'est encore mieux quand c'est discuté. Donc c'est passionnant. Mais aujourd'hui, dans les réunions où vient le représentant de la DRAC pour le ministère, du Conseil général de la ville, et puis les gens du théâtre, on ne discute que de chiffres. Et si à un moment donné, vous dites « Oh ben vous avez vu, ça on n'a pas pu le faire et tout », nous faites votre bille, on ne vous le reprochera pas. On ne peut que vous féliciter de tenir le chiffre. Or le chiffre en art, comme dans beaucoup de domaines, c'est la guillotine. Vous voyez, c'est la guillotine. Et alors ça s'accumule, ça s'accumule. Ça me fait penser, justement, comme je pense à Aragon. En 1941, il avait fait un poème, c'était sur les statues, vous savez. Et il a écrit en 1941, parce qu'il trouvait que la résistance se développait pas. C'est vrai qu'au début, elle n'était pas forte, hein. Et alors il a écrit un poème, et il s'est servi d'une métaphore, les statues. Et alors, c'est les rois qui descendent de leur statue. Et alors il y a... C'est Henri IV le premier qui descend, du Pont-Neuf, là. Il va voir Louis XIII, je ne me rappelle plus où il est, mais il est Louis XIV, bon, ben ça c'est sur la place près de l'Opéra. Bref, ils les voient tous, puis ils arrivent, et puis ils s'en vont ensemble, les rois. Puis à un moment, ils arrivent à Louis XVI. Et qu'est-ce qu'ils voient? Une guillotine et sa tête. Alors ils sont complètement... Il lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as fait et tout? Il me dit, c'est vous les coupables. Je trouve que c'est formidable comme image, non? Vous savez, je crois que j'avais évoqué devant vous le livre de Pasolini. Oui. Les lettres luthériennes. Les lettres luthériennes. En 1973, il dit, nous entrons dans une période de retournement des choses. Et toute la trajectoire issue du Front populaire et de la résistance notamment, hein,
qui s'était exprimé presque avec plein de fleurs dans une réunion des chefs d'État des pays de la coalition anti-hitlérienne, hein, à Philadelphie, le 10 mai 1944, ça vous dit rien. Le débarquement, c'est le 10 juin, je crois. Hein. Donc, ils étaient en pleine, j'allais dire ferveur, non, mais vous voyez ce que je veux dire. Et ils ont décidé de mettre en priorité, au sortir de la guerre, la question des droits sociaux, des droits humains. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Eh bien là, en 1973, c'est le grand retournement. Et le grand retournement, ben, on a choisi l'argent alors qu'avant on avait choisi les hommes. Plus ou moins, parce que la coalition était quand même hétéroclite. Ils ne pensaient pas tous pareil. Mais la pensée générale qui imbibait le monde qui luttait pour les libertés pendant 4 ans avait quand même conduit à cela. D'où les grandes victoires de la libération. Vous voyez ? Et alors en France, on ne l'a pas touché tout de suite, ça. En vérité, c'est avec l'arrivée de Sarkozy, quand il a dit qu'il voulait avoir 68, et il veut avoir plus, c'est 89 qu'il dit, c'est pas 68, c'est 89. Et bien, il a appliqué ces choses-là. Mais alors ça a été Thatcher, ça a été l'ancien comédien qui est devenu président des États-Unis. Oui, tout ça, ça s'y est mis. Et ça a été. Et il disait, enfin, franchement, j'adore cet homme, mais j'en reviens pas, je trouve qu'il est génial. Il écrivait en 73, les choses iront si loin, en gros, hein, je vous donne de mémoire, que certains penseront qu'il n'y a plus d'alternative possible. Il avait même ajouté une phrase en disant, je sais que j'exagère, mais les lucioles ne brilleront plus. Alors là, vraiment, il exagérait parce qu'elles brilleront toujours, parce que la mémoire existe et qu'on ne peut pas la tuer. Mais n'empêche que c'était comme ça. Tout ça, ça a orienté le monde. Mais hier soir, j'ai regardé à la télévision un moment, et alors, il y avait un gars, c'est un recordien, puisqu'il l'a dit. Il a dit, mais quand même, faut avoir les pieds par terre. Et il a pris deux courbes. La première courbe, c'est le taux d'imposition des très riches. Hein? Eh bien, il montre qu'il y a 10, 15 ans ou 20 ans, enfin, avant 81, c'était 40%. Et aujourd'hui, c'est 27%. Vous vous rendez compte, la somme d'argent? Ils sont tout le temps en train de pleurer misère. Et je compte pas tout ce qu'ils ont gagné par ailleurs. Et deuxièmement, il en a montré un deuxième, c'est la place dans le produit intérieur brut des salaires et du capital. Ben 10% ont été ôtés au salaire et sont passés au capital. Dès que vous avez ces deux choses-là, c'est peut-être élémentaire, mais dès la maternelle, on comprend ça. Il y en a un qui a pris quelque chose qui ne lui appartenait pas. Et il y en a un à qui on a moins pris, alors que c'était très vivable à l'époque. Vous voyez? Donc c'est la place de la finance, quoi. Ils ont tué la Grèce, ils ont mis l'Irlande dans je sais pas quoi, le Portugal est triste, et c'est toujours le même raisonnement. Et alors on peut dire, mais ils ne font pas assez d'économies, mais la Grèce c'est inimaginable, ils ont eu 6 ou 7 plans d'économie. Enfin, moins 30% des salaires des gens et tout. Il va leur arriver un malheur, remarquez. Alors, il y en a qui disent que c'est bien ça. Moi j'aime mieux qu'il n'y ait pas le malheur, même si c'est le malheur à eux, hein, parce que ça ne sera pas beau, hein. Non? Avec des idées qualifiées de vieilles, vous savez, et ben maintenant on voit bien qu'elles sont une éternelle jeunesse, quoi. À condition de parler du réel, mais pas du réel supposé. Alors justement, par rapport à votre propre expérience, comment vous avez-vous combattu l'idée que tout doit être rentable? Est-ce que vous avez des exemples, des moments où vous êtes intervenu pour expliquer que... Ben, moi je pense par exemple, prenez, puisqu'on est dans le domaine de la santé, prenez je ne sais pas si on en avait parlé l'autre jour, les scanners. Hein, moi je disais pour être de principe, les scanographes, parce que le scanographe c'est tout simple. Non, maintenant c'est la mode. Et ça n'est pas innocent. Bon, avant la France, elle achetait aux États-Unis, à Israël et à l'Allemagne. Mais par exemple, on est à Aubervilliers, ça c'est tout près, il y avait une très grande usine de la CGR qui avait inauguré avec
grande fête, Madame Veil, qui était la ministre de la Santé avant moi, hein, et elle avait bien fait d'ailleurs, hein, mais on commandait aux 3 autres. Hein. Alors quand même, il devait y avoir des répartitions internationales. Bon, moi j'arrive. D'abord je constate qu'on n'a presque pas de scanographe en France. On en avait moins que la Belgique. On avait plus de 50 et nous on en avait en dessous de 50. Et quand je suis parti, il y en avait 254, quand même. Et pas seulement dans les grands hôpitaux de recherche, aussi dans les hôpitaux généraux, parce que si le scanographe il est loin et qu'on fait déplacer les gens, même du point de vue de l'économie, il faut prendre l'ambulance, il faut faire tout ça. Et puis quand on va aller le voir, s'il est malade après, et tout ça, etc., etc. Bon, alors quand même, je me disais, mais c'est impensable de marcher comme ça. Hein, alors il disait toujours qu'on n'était pas compétitif, ça c'est... On n'est jamais compétitif. Quand on veut tuer un chien, on dit qu'il est malade, vous savez bien, qu'il a même la rage. Eh bien, on a eu des réunions avec les gens de la CGR, mais des réunions importantes. Et le fait que l'usine marchait comment on dit quand on fait cuire à feu doux, là, à feu doux, avait créé une démoralisation du personnel, notamment les ingénieurs. Ils étaient vraiment, les discussions avec eux étaient vraiment pas passionnantes. Hein. On n'y arrivera jamais, on n'y arrivera jamais. D'ailleurs, ils ont eu raison, ils ne sont pas arrivés. Mais on a commandé et tout, on est allé sur place, j'y suis allé 4-5 fois et tout, et on a remis en route la CGR. Mais je le dis, quand la maladie est là, c'est pas facile de la retirer. Et c'est pas une maladie qui a besoin de médicaments génériques ou pas. Hein. C'est une maladie qui a besoin de politique. À la fête de l'humanité, j'avais obtenu de la CGR qu'ils installent dans un stand spécial un scanographe. Mais il y avait la queue, comme si on allait à la journée du patrimoine, vous voyez. Et ils nous avaient envoyé des ingénieurs, et moi j'avais fait venir des médecins, des hôpitaux. Et vous aviez une rencontre, mais sur les 3 jours de la fête, mais c'est des milliers de gens qui sont passés. Ça aussi, ça contribue, ça crée un mouvement. Et on a donc installé des scanographes. Et alors un jour, c'est bien de faire le bilan quand même. On devait avoir atteint les 100. Et on a fait une conférence de presse, et moi j'ai invité ceux à qui on les avait achetés. C'est-à-dire la CGR, mais aussi les Américains, les Allemands et Israël. Et alors les journalistes disaient, notamment à l'Américain, mais qu'est-ce que vous faites là? Ils vous retirent le pain de votre bouche. Et l'Américain avait répondu, ben, vous avez une appréciation pas bonne. Alors il demande pourquoi. Il dit parce qu'avant on avait presque tout de presque rien. Et maintenant on a une part assurée de beaucoup. C'est du bon sens finalement, mais du vrai. Hein. Vous voyez? Alors est-ce qu'il vous semble que cette logique de la rentabilité, ou l'exemple que vous venez de donner sur le souci de rentabilité, évacue la question des liens entre les hommes? Quand vous dites que dans cette... Ben, ça ne l'évacue pas, mais non, ça ne l'évacue pas, mais ça les abîme. Ça les abîme. Parce qu'au lieu d'avoir une société en face de soi, hein, un collectif, on a des individus, mais pas individualisés, ce qui est une bonne chose, mais individualistes, ce qui n'est pas une bonne chose. Enfin, on apprend à HEC, c'est comme ça. On apprend que pour gagner, il faut abattre l'autre. Alors, c'est pas vrai. Pour gagner, il ne faut pas abattre, mais battre, c'est-à-dire, il y a l'émulation. Et que le meilleur gagne. Donc ça crée de la dynamique. Mais si il n'y a qu'à faire pampan, hein. Et en ce moment, on est dans cette société-là. Plus personne ne... Et regardez le patronat, comment il agit. Je ne sais pas si vous avez vu actuellement, on parle beaucoup de l'autonomie des décisions syndicales avec le patronat. Alors comme l'autonomie c'est à la mode, les gens peuvent se dire « Ah c'est bien dans notre usine, on pourra négocier ». C'est la majorité des usines où il n'y a pas de syndicat, parce que le patron n'en veut pas, et ils sont donc autonomes. Alors vous voyez, ça sera le syndicaliste maison, quoi. Mais même si c'est un syndicat, ça met en cause les grands accords nationaux qui ont été obtenus. C'est-à-dire qu'on transforme la loi, on substitue, à la loi, le contrat.
Dans les deux cas, c'est un rapport de force. Mais le rapport de force de la loi, il est durable. Et puis il est beaucoup plus approfondi, il a fait un débat politique. Dans l'autre, c'est le contrat. Et le contrat aujourd'hui, le patron dit, oh gars, t'es pas content, 20 ans, t'as qu'à regarder la queue. Et le gars, qu'est-ce qu'il fasse? Mais ça, c'est proposé actuellement, ça. Et c'est excessivement grave. La société est suffisamment fissurée, c'est la fracturer. Et dès que vous la fracturez, vous la rendez pour les plus humbles, et même pour les cadres, vous la rendez plus potentiellement riche de malheur, quoi, de difficultés. Et après, c'est dur à faire marche arrière. Regardez dans le logement. Le fait, chaque Français, il faut qu'il soit propriétaire. Mais qui c'est qui a décidé ça? Non. Hein? Où c'est qu'on a fait un truc où... C'est vrai que les gens, il y a eu le mythe d'avoir son petit pavillon et tout. C'est tout à fait légitime. Mais quand c'est la crise... Moi, je me souviens d'avoir été à Pithiviers, dans le cadre de la politique du cinéma, parce qu'ils avaient un beau cinéma de la RDC, et j'étais au comité du cinéma, au CNC. Et chaque année, on remettait un prix. Donc on avait choisi Pithiviers, parce que vraiment, c'était bien. Donc on a été reçu là-bas. Il y a un petit repas que le maire fait, et puis il vous parle de sa ville. Moi, j'étais assis à côté de lui, et alors il y avait une crise sur le plan du logement, et il y avait la crise qui touchait les locataires d'HLM et les propriétaires de la zone pavillonnaire. Mais le maire, il me disait, avec les locataires HLM, c'est dur, parce qu'ils sont vraiment très touchés, mais en fait, ils ont envie de se battre, et ils se battent. Avec les autres, impossible. C'est la dégradation absolue. Parce que comme ils avaient réussi à faire leur pavillon, l'idée qu'ils avaient dans le cadre de l'individualisme, c'était « je suis meilleur qu'un autre ». Mais ça se comprend, ça. Et en vérité, peut-être d'ailleurs. Mais c'est pas là la question. Parce que le moment où ça va mal, il est furax. Oui. Et pour arriver à créer un mouvement d'ensemble, c'est très très difficile. On voit bien en Espagne en ce moment, quand ils nous montrent les photos, le nombre de logements en vide, et puis vous tenez les gens. Il faut relire le roman d'Elsa Criolet, Rosa Crédit, qu'elle a écrit à la Libération, elle voyait loin. Le crédit n'existait pas avant, enfin il existait, mais il s'est créé, et d'un seul coup on peut acheter le frigo et tout. Hein. Et à la fin du livre, la femme comment dirais-je, qui achetait comme ça, et qui donc conquérait des éléments de liberté, il ne s'agit pas de le nier, hein, elle se trouve enceinte, elle veut avorter, et elle n'a pas la liberté. Donc elle a toute liberté de prendre du crédit, mais elle n'a pas la liberté de son corps. C'est inimaginable. On en est là, même si la loi a été votée par Madame Veil en 1974. Je suis intervenu 2 fois dans le débat. Vous savez que le titre de la loi, c'est moi. Ah bon? Ah oui. L'amendement, c'est terrible. Comment ça dure les choses? C'est une discussion. C'est le plus grand débat auquel j'ai assisté. Mais je me souviens, il y avait un chirurgien, et un type bien, enfin, professionnellement. Il était maire d'une petite commune à côté de Grenoble. Et il savait tout, quoi. Mais c'est vrai que par rapport à moi, il savait beaucoup plus de choses en médecine. Et alors lui, il voulait qu'elle s'appelle la loi sur l'avortement, quoi. Hein? Et moi, j'avais déjà un autre amendement, ben, comme elle s'appelle, l'interruption volontaire de grossesse. Mais ça y allait, hein. Ça y allait, ça y allait. Et Madame Veil a levé le doigt à un moment, dit, il avait du gouvernement. Alors elle a intervenu, elle a dit, non, non, moi je choisis l'amendement de M. Ralit. Ah, ça vous rend... Vous êtes ému, vous savez, à cette occasion-là. Et le chirurgien, je l'ai revu, parce que quand j'ai été ministre de la Santé, j'ai été visiter sa ville. Ben, c'était un monsieur bien, comme il était complètement enfermé dans son idéologie. Il fallait que ça reste une punition, y compris dans les mots. Et moi, c'était le contraire, il fallait faire sauter, oui. Ah non, ça c'est une belle histoire, parce que le patron, il sortait de Centrale. Mais c'est un homme dont on voyait tout de suite, en discutant, qu'il avait une grande compétence. Mais il voulait, lui, qu'on aille voir un atelier hyper technologisé, quoi. Hein. Mais il y avait, à la réunion avec les syndicats, il y avait la CGT et la CFDT, et leur casque, vous savez, ils mettaient leur sigle. Et ils font tous comme ça.
Alors le patron, je vois bien que ça le fait sourciller. Il m'a dit, pourquoi vous ne voulez pas aller dans cet atelier? Mais parce qu'il faut aller au fourneau. Il faut aller au fourneau. Alors le patron, il dit oui, quoi. Il n'a même pas fait semblant de rien. En fait, il a tout de suite dit, on y va. Et on y va et on descend là-dedans. Alors je crois que je vous avais dit, ça m'a fait penser, comment dirais-je, chez Faust. Et on arrive, et là, les lieux sont très modestes. Mais on s'est mis dans une petite salle où ils se reposent, parce qu'ils doivent avoir quelques droits acquis de liberté pour souffler, quoi. Parce qu'on est dans la chaleur. Hein. Et alors, on bavardait, moi j'avais un petit carnet, toc, 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 que je notais. Et je crois que je vous l'avais dit, dans ces réunions-là, je ne parle pas. Enfin, c'est comme ça. Et puis il y avait le patron et les gars, et c'est pas possible de tout de suite de prendre parti. Et, enfin, ça empêche que la contradiction se mette à jouer, à vivre et tout, et puis que les deux parties cherchent la solution, quoi. Hein, c'est ça qui est important, comme dans tout problème. Donc je me tais, quoi. Et puis il parlait sans arrêt, je crois que c'était les 3-8, je crois. Bon, bref, c'était la deuxième ou la troisième équipe, la deuxième équipe. Et alors, ils se mettent à parler de ça. Et moi je dis, alors là, je dis, oh ben écoutez, puisque le directeur est là et que vous êtes là, on peut lui demander au moins son avis. Pas sa décision, mais son avis. Et la première réaction des gars, c'était « Ah, c'est vous, monsieur le directeur ». Bon, alors là, dans ma tête, je me suis dit, c'est un assassinat. Mais c'est lui qui s'était assassiné. Vous vous rendez compte? Il n'était jamais venu dans ce lieu où en 12 ans, il y avait eu 72 morts brûlés par les jets de 72 morts. C'était... Et quand, après, on a eu un petit moment d'isolement avec lui, je lui ai dit, vous êtes gêné. Et ben, il me dit, c'est... Eh ben oui, je dis, c'est quand même terrible. Vous êtes nommé, vous avez un haut fourneau, vous n'allez pas voir le cœur. Quand même, quand on soigne, on pense au cœur. C'est curieux, ça. Mais ça existe, ça aussi. Ça, c'est une forme de technocratie. C'est une compétence mécanique. Mais l'humain où il est. L'humain où il est. Et les morts, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais il y en avait une mort qui était récente. Je ne sais pas quel mois c'était, enfin c'était quelques mois avant. Et quand on avait été à la Lénière de Roubaix avant, en sortant, j'avais vu le commissaire de police, parce que j'avais fait chercher où habitait cette dame. J'ai eu du mal de chien à la voir. Enfin, j'ai vu son adresse. Et je lui ai dit au commissaire de police, vous bloquez tout derrière moi, hein. Je veux aucun journaliste. Et je veux pas de police non plus, sauf vous. Donc comme ça, il était avec sa voiture, et puis moi avec la mienne. Et on a donc été, donc je suis tombé j'arrivais à la maison, là c'était un pavillon, mais le pavillon ouvrier, vous voyez. Alors je suis rentré dans la cuisine, dans la salle, on rentrait direct d'ailleurs, dans la salle. Et il y avait un meuble, moi j'appelle ça des meubles ouvriers, parce qu'ils sont toujours pareils, simples, enfin ça correspond au niveau de vie, ça. Mais aussi à une conception. Alors, elle était assise au fond, elle était debout au fond, elle s'appuyait sur son... Ils ont dit bonjour madame, elle m'a dit bonjour monsieur le ministre. Je me suis reculé, j'étais donc à l'autre bout du meuble, je me suis appuyé, et on est resté là 5-6 minutes, elle n'a rien dit, et je me suis tu. Et au bout de 5-6 minutes, je me suis avancé vers elle, je lui ai dit au revoir madame, merci, et je suis parti. Impossible qu'elle parle. Et moi, impossible que je parle. Mais il était là sans arrêt, le mari. Et l'autre, il est directeur, il n'avait même pas été. Mais cette inaptitude à sentir ce qui se passe dans les corps. C'est vrai, non? Enfin, c'est des choses comme ça. Et ça, il faut l'avoir, parce que si on ne l'a pas, quelque part, on boite. Hein. Et en tout cas, moi, j'aime pas boiter. D'ailleurs, on avait essayé un moment au Aubervilliers, et je vous parle de ça, c'est quand on construisait l'annexe de la mairie, vous savez, au bout de la rue de la commune de Paris. Là. On se réunissait, on parlait. Et notre idée, on voulait créer une association qu'on voulait appeler Le Tournant. Et pourquoi on voulait l'appeler Le Tournant? Parce que
le fils de Thomas Mann, Heinrich Mann, qui s'est suicidé en 1949, à cause de la situation d'ailleurs, il a écrit un livre qui est gros comme ça, qui s'appelle Le Tournant. Je ne sais même pas si je ne l'ai pas là, mais il doit être chez moi peut-être. Oui, je ne l'aperçois pas là. Le Tournant. Et dans ce livre-là, il explique qu'au moment de la Renaissance, quoi, avant, la Terre c'était comme une cloche, quoi. Puis il y avait Dieu qui était en haut, puis voilà. Puis à un moment donné, on s'est bien rendu compte, vous le savez aussi bien que moi, les grands conflits, pas toujours heureusement résolus par la papauté, elle en fait des siennes, et, enfin bref. Et donc, il disait qu'il fallait absolument être capable de s'adapter au changement, c'est-à-dire de prendre des tournants. Et ce titre-là, moi, je trouvais qu'il était magnifique. On était tous d'accord, d'ailleurs, on était une douzaine. Donc, on rédigeait nos statuts et tout ça, et puis on a après rédigé notre... d'ailleurs, c'est ce que j'avais, vous voyez, ça s'appelle Le Tournant, Travaux, Histoire et Culture en milieu urbain. Et alors, on a été amené à parler, donc, le passage, il est très clair, c'était qu'il fallait une circulation de la parole entre deux genres d'activités. D'une part, le travail de recherche et de production de connaissances, et de l'autre, l'expérience et la connaissance du quotidien. Et quel que soit le métier qu'on a, les uns, les unes ou les autres, on fait cette expérience. Et en général, elle n'est pas facile. Elle est, comment dirais-je, très difficile, on peut même dire extrêmement difficile. Alors, même si la parole ne circule pas à sens unique, c'est difficile. Alors, parce que ça n'obéit pas aux mêmes visées, bien évidemment. Ça n'obéit pas aux mêmes visées. Et alors, leur distinction est nécessaire, parce qu'il n'y a pas de distinction, on ne sait pas ce que c'est. Hein. Donc, on a l'expert du quotidien et l'expert. Alors, l'expression expert du quotidien, c'est moi qui l'ai trouvée. Je disais, c'est bien de parler du quotidien comme ça. Et alors, la phrase où on s'en met, vous voyez, on met comme ça, elles se mettent à l'épreuve, s'interrogent, se nourrissent mutuellement des activités, des compétences et des préoccupations qu'elles ont, mais elles ne sont par nature hétérogènes. C'est un débat vivant qui suppose, entre autres, de ne pas penser les rapports connaissance-expérience sur le mode théorie-pratique, puisqu'aussi bien l'activité de recherche doit elle-même se penser et s'exposer comme pratique en engageant une responsabilité et confrontée à des choix et des délibérations qui ne sont pas que conceptuels. On trouve l'humanisme, on trouve tout ça. Et dans les métiers de santé, c'est quand même un problème capital. Tandis que l'expérience de ceux qui font la ville parce qu'ils y vivent et y travaillent, qu'ils s'en construisent et se transmettent une mémoire, est porteuse, et alors la formule, je la trouve très belle, mais elle n'est pas de moi, d'une connaissance en acte. Voyez, laquelle, parce qu'elle est souvent loin de se savoir elle-même, requiert une mise en travail. Les gens, ils ont des connaissances en acte et ils ne le savent pas. Donc, l'expert, sa qualité essentielle, indépendamment de ce que je viens de vous lire, là, c'est de découvrir en entendant parler l'autre ce qui est une connaissance en acte, que l'autre ne sait pas quand il l'a dit. Et ça, c'est un travail énorme. Et j'aime bien l'écrivain, là, Julien Gracq, il parlait toujours d'une écoute éperdue. Il faut écouter éperdument l'autre. Et si on reprend Vernant, le prof du Collège de France, qui a fait sa dernière conférence à Aubervilliers, voilà 5 ans, et lui, il disait « L'homme est un pont pour l'homme ». Je trouve que c'était magnifique. D'ailleurs, je crois que je vous l'avais dit, je m'amusais parce que Vernant, c'était un des plus grands hellénistes que la France ait eu. Il a tout remis sur des bases nouvelles et tout. Et au Collège de France, il est encore indépassable. Sans doute, il sera dépassé. De nouvelles découvertes, de nouvelles réflexions. Mais en tout cas, c'est un géant. Et un grand résistant, ce qui est bien d'ailleurs. Un géant résistant, ça c'est bien. Il aimait beaucoup la culture, donc il allait à Avignon aussi. Et alors, à Avignon, il y a un pont, vous savez. Et alors, le pont, il va qu'au milieu. Et pourtant, il y a une belle chanson, vous savez.
sur le pont d'Avignon. On y danse sur le pont d'Avignon. On y danse tous en rond, mais justement en rond. Mais on ne va jamais de l'autre côté. Et lui, il disait, l'homme est un pont pour l'homme. D'ailleurs, à Strasbourg, il y a un pont symbolique, et ils ont fait mettre à des personnalités des textes dans des petits machins qu'ils ont mis dans le pont. Et il y a une chose de Vernon sur ça. Et il a écrit un livre là-dessus. Alors, vous voyez, c'est magnifique. Donc vous êtes entouré de livres, vos références sont à la fois amicales, proches du théâtre, mais beaucoup livresques. Enfin, c'est un objet pour vous qui est primordial et passeur. Et donc tout ça, ça constitue l'humanité. Donc vous avez fait plein de citations, mais vous aviez mis en exergue que la qualité essentielle, c'est l'inconnu. Ah oui. C'est parce que je crois que on fait tous l'expérience, notamment en art. En peinture, c'est l'évidence, mais en théâtre, c'est pareil. En poésie aussi. Hein. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais quand il a eu le Nobel, John Peirce, dans son discours, il a employé une expression, la poésie, c'est le luxe de l'inaccoutumance, seule l'inertie est menaçante. Le luxe de l'inaccoutumance. Il n'y a pas de meilleure définition. C'est terrible, quelqu'un qui s'accoutume. C'est l'habitude. On dit que c'est une seconde nature, mais la seconde nature, elle étouffe même la première, n'est-ce pas? Donc le luxe de l'inaccoutumance, et l'art, c'est l'inconnu. Et Villard, de ce point de vue, alors là, on pourrait... Le chemin du milieu ne mène pas à Avignon. Quand un art se fige, il meurt. Mon rêve, c'est de faire des mises en scène, que les gens, quand ils iront les voir, ne sauront pas qu'ils vont les aimer. Vous voyez, sans arrêt, c'est ça. En fait, c'est rendre visible ce qui est invisible. Et c'est pour ça que c'est si important, la rencontre avec la création artistique, et qu'il faut la sauvegarder, la bichonner, bien l'arroser. Bon, la tendance générale, c'est l'habitude. Alors, je ne dis pas quand, par exemple, si vous prenez le domaine de la chanson, on aime tous des chanteurs, hein. Moi comme tout le monde. Hein. Ben, je pense à Brel ou à Ferré, par exemple. J'ajoute Ferrat pour ne pas l'oublier, mais je pense à Brel et à Ferré. J'en connais plein, vous voyez. Et je peux me les repasser indéfiniment. Hein. Mais je pense que c'est tellement une création qu'il y a toujours une part d'inconnu qu'on n'avait pas vu et qu'on découvre. Hein. Mais enfin, c'est plus facile. Mais il y a beaucoup d'œuvres, ben non, il faut qu'on comprenne qu'il y a des choses qui changent et que les artistes, en général, pas nécessairement par intelligence, mais ils ont, comme c'est votre métier, ils ont un stéthoscope, je ne sais pas où ils le mettent, mais en tout cas, ils découvrent des choses. En parlant de stéthoscope, tenez, prenez Godard, je ne sais pas si on en avait parlé, mais Avignon, en 67, Villard, il avait tout changé. Enfin, c'est inimaginable. Il crée le TNP, après le festival. Il fait du festival la présentation à l'été, pour un public encore plus vaste que celui de Chaillot, du TNP. Bon. Et en 66, 67, il jette, j'emploie presque le mot à dessein, il jette le TNP. Ben, c'est quand même quelque chose d'énorme de jeter le TNP. Hein. Et je sais que moi j'en parlais avec lui. Et je disais toujours, mais la raison fondamentale. Et il me répondait, Ralit, les spectateurs s'applaudissaient eux-mêmes. Alors, c'est agréable de s'applaudir soi-même, mais enfin, la vraie agréabilité, c'est d'applaudir autre chose. On peut encore continuer à avoir le TNP, mais autre chose. Mais il a éradiqué le TNP, et jamais il n'est revenu à Avignon. Des comédiens ont été engagés dans des productions, mais le TNP, jamais. Et il faut mesurer ce que ça peut représenter pour quelqu'un de décider ça. C'était une des deux grandes œuvres de sa vie. Les deux grandes œuvres, c'est Avignon et le TNP. Il l'arrête, et il l'avait quitté avant. Il avait conseillé Wilson pour le remplacer, mais c'était plus le TNP. Hein? Vous voyez? Donc, il a fait vraiment un travail extraordinaire. Là. Et en 67, non seulement il a voulu présenter un nouveau théâtre,
Et le milieu, c'est l'enlevé l'ancien. Ça ne veut pas dire que l'année suivante, il ne présente pas quelque chose, mais monté par d'autres, du répertoire du TNP, mais il invite des gens qu'il n'invitait pas. Comment il s'appelle Planchon, qui était vraiment un très grand metteur en scène. Il invite Lavelli, qui après dirigera le théâtre de la Colline. Et Lavelli, je me souviens, ça discutait dur, les bagarres en 68, après à Avignon. Et Lavelli, toujours, il disait, mais ils sont dans le vent, nous on est dans le coup. Il avait raison. Le problème, c'est d'être dans le coup. C'est pas facile. C'est pas facile. Et alors, comment dirais-je, il avait donc pris des hommes de théâtre différents. Il y avait Philippe Adrien, qui est maintenant à La Tempête, qui était venu monter une pièce avec Serge Reggiani, vous voyez. Enfin bref, il y avait un renouvellement. Et les gens on le sent, au début, ils rechignent. Oui, et en sortant, ils font des comparaisons avec hier. Parce qu'ils sont dans hier. Voilà. C'est pour ça que c'est si dur d'avancer. Hein, même quand il n'y a pas de vent. Et il a aussi, non pas gardé l'exclusivité du théâtre, ce qui était quand même le grand amour de sa vie. Hein. Comme moi d'ailleurs, c'est le théâtre que je préfère. Mais il a mis la danse, enfin, aller dire à Béjart, hey, viens voir ici, alors que Béjart avait été quasi chassé de France, et qu'il était allé à la Monnaie, puis aussi en Suisse. Eh bien, il le fait venir. Bon. Et il le fait venir où? Dans la cour d'honneur, c'est-à-dire tout de suite à l'honneur. Là où le public est le plus conservateur, d'ailleurs, puisque là, c'est l'église. Hein, et en même temps, c'est le palais des papes. Bon, et il met Béjart. Triomphe, triomphe. Bon, il fait venir des musiciens, il crée une nouvelle salle au Carme, c'est là que jouaient Philippe Adrien et Reggiani. Il, comment dirais-je, il fait venir des films, et des beaux films, et en plus, il invite Godard. Et le soir où il l'avait invité, Godard était arrivé avec un drap de lit. Hein, il n'était pas riche à Avignon. Il avait avec un drap de lit. Alors, ils l'ont mis sur le mur du palais, après la représentation théâtrale, et ils ont passé la chinoise. De l'hébreu, pour tous les gens qui étaient là, y compris moi. De l'hébreu. Et alors après, est-ce que ça discutait, hein. Et après, il y a 68, et quand on revoit la chinoise après 68, on se dit, tiens, il y a quand même quelque chose. Et Godard, je le connais pas mal, il n'est pas très politique. Et des fois, il a des fulgurances. Toc, oui, au nom d'un chien, c'est beau ce qu'il vient de dire. Mais il n'est pas très politique. Mais je me suis dit, il y a quand même quelque chose, c'est que il doit avoir une espèce de stéthoscope, je ne sais pas où il l'a mis, en tout cas, il s'en tire bien. Et voilà, il nous a révélé des trucs. Alors, donc, un politique, alors, et quiconque n'écoute pas l'artiste, qu'il le veuille ou non, il se mutile lui-même. Vous voyez? Il y a un certain nombre de valeurs humaines, dont Villard est d'ailleurs une figure emblématique, hein, sur lesquelles il n'y a rien à faire, on ne cède pas, on reste solide. C'est vrai que le mot résistance, actuellement, il a un rôle à jouer. Hein, parce que les gens ils s'habituent après à être résignés. La résignation, c'est terrible. C'est la chose la plus terrible. Et j'imagine qu'en médecine, vous le sentez mieux que tout le monde. Parce qu'un malade qui se résigne, c'est pas facile de le guérir, non? Puisque lui-même, à l'intérieur de lui-même, il fait jouer les antidotes. Alors c'est les autres antidotes qu'il faut faire vivre. Tout être qui se résigne, on est dans une période de résignation. Mais les gens, qu'est-ce que quand on voit la situation, hein, bon, il y a un coin de ciel bleu en ce moment, c'est clair. Mais vous avez vu comme c'est difficile d'avoir un printemps et un été du point de vue du ciel. Hein. Dès qu'il y a un coin de ciel bleu, il faudrait tout de suite pouvoir coudre pour qu'on ne puisse pas enlever la culotte de gendarme, quand on appelait ça. Quand c'était pire, on appelait ça les culottes de gendarme. Est-ce que ce que vous avez appelé l'épaisseur humaine, vous en prenez modèle dans l'art, dans la littérature, ou est-ce que elle pourrait se dénouer, elle pourrait apparaître au quotidien avec... Ah oui, oui. Ah ben dans tout le monde. Hein.
je prends l'art parce que c'est une responsabilité que j'ai eue longtemps, puis que par goût, je continue de me donner, quoi. Hein. Ah non, mais partout. Dans le monde de la médecine, c'est une question fondamentale, ça. Regardez le débat qui commence là, sur le secteur 2, avec les dépassements de... Ah, oui. Mais là, par moment, moi, j'atteins le degré d'incompréhension qui n'arrive pas à imaginer un homme, et souvent ce sont des grands médecins, souvent, enfin heureusement ils ne sont pas nombreux, mais enfin il y en a quand même, hein, des grands médecins qui osent, vous arrivez, il vous dit le prix comme ça, hein. Mais moi j'en connais des gens qui sont arrivés, à qui on a dit ça sera ça, qui disent rien mais qui ne reviennent jamais, et qui ne se soignent pas, donc. C'est un sacré problème, hein. Mais ça, c'est... En fait, c'est l'humain, quoi. On a chassé l'homme de l'humanité, quoi. On y a mis le roi argent, Picsou, pour parler d'une image populaire, Picsou. Et il pique tout, lui. Et c'est pas être... court de raisonnement que de dire ça. Tous les jours on le rencontre. Tous les jours on le rencontre. Le monde est troublé, quoi. Alors il y a des raisons, hein. Il y a l'effondrement du monde communiste qui est apparu, et pas seulement pour les communistes, mais pour une grande partie de la société, comme un avenir radieux, comme on disait, les lendemains qui chantent. Bon, ben, maintenant on ne chante plus. Enfin, un peu continuer à chanter quand même, mais enfin, en faisant autrement. Ça aussi, c'est... Mais regardez, par exemple, quand le mur est tombé, quand même, quand le mur est tombé, et par un hasard historique merveilleux quand même, c'était dans un même peuple, ben, au lieu de faire de l'Allemagne de l'Ouest le colonisateur absolutiste de l'Allemagne de l'Est, il s'aurait dit on se met autour d'une table, on a chacun des acquis. Pour les libertés, incontestablement, l'Allemagne de l'Ouest était plus forte. Mais pour d'autres choses, je pense à l'éducation et la culture, l'Allemagne de l'Est c'était costaud, hein, en théâtre par exemple. Et on discute, on trie un peu ce qui ne va pas, on essaie d'inventer autre chose. Ça n'a pas été possible. Il y a un auteur italien, la Magris, qui dit c'est un malheur qu'on n'ait pas. Mais c'est impossible d'ailleurs. Voyez, d'ailleurs, beaucoup de gens ne comprenaient plus bien comment ça se passait. Il y avait, en France, vous vous rappelez sans doute, il y avait une crainte que l'Allemagne réunifiée et tout. Par exemple, Mitterrand, il a cru jusqu'au bout qu'elle ne serait pas réunifiée. Et oui. Et pourtant, il avait une ambassadrice, c'était une femme. Oh, elle connaissait l'Allemagne, elle était à Berlin-Est. Moi, j'ai plusieurs fois été à l'ambassade. Elle m'a fait des réunions d'artistes là-bas. Oh, qu'est-ce qu'elle était intelligente. J'étais là, j'étais heureux comme tout. Et tout ça, elle le sentait. Et après, je prends après une décision après de l'État français. Franchement, il y avait 2 centres culturels. Un à l'ouest, qui vivotait. Un à l'est, sur Unter den Linden, où les grands dissidents allemands se réunissaient. J'ai été à des réunions, alors quand même, je me rappelle. Eh bien, il fallait faire des économies. Vous entendez les guillemets, on supprime un centre. Après tout, c'est réunifié, il y en a qu'un, ça peut se soutenir. Mais moi, je regardais celui qui était symbole de quelque chose. L'autre, il vivotait, l'autre. Mais là, ils ont gardé celui de l'Ouest, et ils ont fermé celui de l'Est. Alors, au début, ils ne l'ont pas fermé, ils l'ont transformé pour les cours de français. Vous voyez, donc ça avait l'air de bien. En oubliant qu'à côté, il y avait... vous savez, le grand privé qui fait des cours de langue, comment il s'appelle, qui est connu comme tout. Hein? Voilà. Et qui bien sûr l'emportait. Puis un beau jour, ben ça y est, c'est parti. Maintenant, il n'y a plus de centre culturel. Et il était magnifique, ce centre culturel. La salle, elle faisait 400 personnes. On y a fait les états généraux de la culture. Enfin, c'était du bonheur. Et c'est... Je sais pas. Moi, par exemple, j'ai connu le pasteur dans les grands dissidents allemands. Il y avait un pasteur qui s'appelait
Schornlemer, et qui était, comment dirais-je, il tenait la chaire de Luther, dans une petite ville au nord de Berlin. Puis on m'en avait parlé, j'étais allé là-bas plusieurs fois, après la chute du mur. Je n'ai pas été le jour de la chute du mur, parce que je ne savais pas y être. Mais j'ai demandé à le voir, et donc je suis allé le voir. Alors c'était un bonhomme extraordinaire. Il faisait des réunions des dissidents dans son église. Oui. Alors, je lui ai demandé s'il avait été à l'ouest, jamais. Et je lui ai dit, je me retourne dans 3 jours, je vous emmène. Il a dit, d'accord. Et il est venu passer 8 jours ici. Alors, c'était passionnant parce que je l'ai fait coucher à Paris, dans un petit hôtel un peu confortable au quartier latin. Parce que comme ça, le soir, il se baladait. Et on a été au Conseil d'État, on a été dans 2-3 musées, on a été voir des prêtres ouvriers qui étaient à la CGT, on a été à la revue, une revue catholique des Jésuites, là, qui est une belle revue. On y a été, on a même mangé avec le père qui la dirigeait, et je l'ai fait aller à la Fédération protestante. Et tenez-vous bien, le président de la Fédération protestante, il m'a dit, nous n'avons pas eu de contact avec eux officiel depuis 1933. Vous vous rendez compte? Et vraiment, il était un homme assez extraordinaire, un pasteur. Et après, il a eu la plus haute distinction que l'Allemagne, les deux réunis alors, donne à ses citoyens qu'elle estime méritants. Et ça se tient, je suis en train de chercher la ville, c'est là où il y a eu le Parlement allemand, le seul grand Parlement allemand d'ailleurs dans l'histoire, en 1848. Je suis en train de chercher la ville, elle m'échappe. Et ils ont fait ça, et il n'y avait que des Allemands, et il y avait un seul Français, c'était moi. Il m'avait invité, bon, ben, j'étais assis, tout ça. Et à la fin du repas, au moment du dessert, il est venu me chercher, il m'a pris le bras, et il a été me présenter aux autorités. Et alors, il ne disait qu'une seule chose, voilà le seul communiste que j'aime. Voilà le seul communiste que j'aime. Alors, vous comprenez, sanctifié par un pasteur de cette envergure. Ben, récemment, il m'a envoyé un message en disant, on ne s'est pas vu depuis au moins 10 ans, peut-être bien que ça serait bien qu'on se voit. Alors du coup, ça me donne envie d'aller à Berlin. Mais c'est aussi des rencontres comme ça qu'on fait. Et alors, ce qui vous donne cette énergie, et puis cette réflexion, c'est ces rencontres, et puis c'est les grandes figures tutélaires. Je vois Marc Bloch est derrière vous. Ah ben lui, si j'étais croyant, je dirais c'est mon saint, n'est-ce pas? Il a tout le temps été là. C'est parce que quand j'étais petit, ado, j'ai lu un livre de lui qui s'appelle Les caractères, je ne sais pas si je ne vous l'ai pas montré, c'est les caractères originaux de l'histoire rurale française. Vous voyez, ça s'appelle. C'est un vieux bouquin. En vérité, je l'ai volé à une bibliothèque, parce qu'on ne trouvait pas. Alors je suis rentré dans une bibliothèque, et puis hop, je suis reparti après. Mais j'avais quelque chose sous le bras. Personne ne m'a arrêté. Oui. C'est un bouquin magnifique, un bouquin d'histoire, mais on lit ça comme un roman. Je l'ai lu en même temps que Le Rouge et le Noir de Stendhal. Et j'avais l'impression d'avoir lu 2 romans. Et alors du coup, cet homme, je suis tombé vraiment admiratif pour lui. Et à la Libération, ils ont édité un livre de lui qui s'appelle, je ne sais pas si vous le connaissez, ça c'est du Maillet, ou c'est qu'il est, il est peut-être là. Il est peut-être chez moi parce que je le balade souvent. Ah, Marc Bloch. L'étrange défaite, vous ne connaissez pas? Vous l'avez entendu parler? Oui. C'est un petit bouquin. C'est là-dedans que j'ai piqué la phrase que je répète, comment dirais-je, comme quelqu'un qui est, pour les catholiques, c'est qui touche leur petite machine. Alors, je touche Marc Bloch. Comment c'est qu'il dit? Quel malheur pour un citoyen, enfin c'est pas ça tout à fait, c'est un malheur pour un homme, quoi, de ne pas être autorisé à avoir plus d'une tendresse. C'est une phrase étonnante. Et celle-là, alors, je crois bien que je la dis tout le temps. Vous pouvez nous l'expliquer?
Ben oui, parce qu'elle est drôlement intelligente, parce qu'il dit c'est un malheur de ne pas avoir plus d'une tendresse. Mais quand il dit de ne pas être autorisé, il nous oblige à réfléchir sur les conditions d'établissement de la tendresse et de l'échange des tendresses. Hein. C'est formidable. Ben, cet homme, il avait l'expérience de la guerre de 14, qui l'avait profondément marqué. Et puis c'était un de ces républicains alsaciens, là, qui sont vraiment des grands républicains. C'est un peu la lignée dreyfusarde, quoi. Et puis vous savez, il était dans la résistance, il a été arrêté, exécuté. Et regardez le temps qu'il a fallu pour qu'il ait son nom. Il y a une fac à Strasbourg qui s'appelle Marc Bloch. Mais la première fois où son nom a été donné à une école, c'est à Aubervilliers, en 1967. La maternelle qui est au bout de la rue là-bas. J'habitais juste en face, au Perroquet, comme on dit. Vous savez, les petits logements qui sont tout petits, là. Hein, mais alors, on était heureux là-dedans. Et il y avait la maternelle en face, qui se construisait, et on l'a appelée Marc Bloch. Enfin, c'est mes grands souvenirs de lecture histoire, mais on pourrait dire roman au sens aragonien. C'est beau, c'est beau. J'aime travailler, vous savez. Pas parce que c'est une des choses essentielles de la vie, hein. Non. On transforme les choses. Les choses essentielles de la vie. Il y a l'amour, il y a le travail, puis la liberté, que ces trois choses-là, ça fait une bonne petite musette. Hein, non. Il y aurait presque à inventer un nouveau paritarisme. Actuellement, c'est limité au salaire. Quand je dis c'est limité, quand on a un petit salaire, c'est pas limité, c'est fondamental. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Le paritarisme, il concerne un nombre de domaines importants qui s'est un peu étendu. Même par exemple, au moment de 81, dans les lois que le ministre du Travail de l'époque, qui était maire de Roanne, il y a dedans, par exemple, le droit de prise de parole, d'émettre son avis et tout. Mais c'était presque trop en avance sur le temps, vous savez. Parce que c'est bien d'avoir un droit, mais si vous n'êtes pas... si vous ne sentez pas tout ce que ça signifie, et si vous n'êtes pas prêt à l'utiliser, le droit, il s'étiole. Hein. Donc il faudrait vraiment faire une grande bataille là-dessus. C'était quand, là, l'exemple que vous donnez, de prendre la parole? 81. Des fois, le droit est en avance sur... Ça arrive. Ben, le meilleur exemple, c'est la peine de mort. Le peuple français était contre, ils l'ont fait voter. Hein. Ils ont eu raison. Mais ça, c'est... Regardez, par exemple, quand après 68, ont été créés les conseils d'administration pour les établissements scolaires. Moi, j'étais adjoint aux écoles, là. Mais on a fait des réunions. C'était une découverte pour moi aussi, d'ailleurs. Mais pour les gens, c'était... Mais qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est vrai que si on n'a pas... Où ça s'arrête. Les enseignants étaient contents et en même temps, les parents vont se mêler de ce qui ne les regarde pas. Vous avez entendu cette expression-là, hein? Vous trouveriez ça aussi en médecine, d'ailleurs. Bon. Alors, comment arriver à trouver la géographie de l'exercice de ce droit? Et puis, comment écouter les connaissances en acte? Parce que c'est là que j'ai fait la plus grande expérience de ma vie là-dessus. Des parents ouvriers qui viennent et qui... Vous les sentez, ils sont en rogne. Et donc, ils disent rien. Voyez. Et puis, s'ils disent rien, au bout d'un moment, s'il y a un truc qui est dit qui est vraiment exagéré, qui vivent comme tel, ils parlent mais ils crient. Voyez. Ils se défendent. Hein, en fait, ils donnent un mur de protection dans le cri. Et alors, les gens qui déjà ont une petite idée un peu méprisante du prolo, comme ils disent, ça ne fait que les confirmer dans leur... Donc, il faut vraiment faire attention. Mais je vous l'avais raconté, l'histoire de Gabriel Péry. Je ne vous ai pas raconté ça. La réunion d'un CES, au CES. Sur le signe. Allons, le signe, je voulais... Ah, ben, il faut que je vous le dise, le signe. Mais non, c'est sur... à Gabriel Péry, c'est le collège qui est au Montfort, là-bas. Il y avait une réunion du conseil d'administration et j'y représentais avec un collègue socialiste qui n'habite plus Aubervilliers, qui est en retraite, Bernard Cizère, très unitaire d'ailleurs, la ville. Et on arrive à la réunion du conseil d'administration et la directrice dit comme ça, je voudrais poser une question préalable. Bon, bah, pourquoi pas.
Alors elle expose, elle dit voilà, moi je trouve que les ouvriers gagnent plus qu'avant. Et moi je voudrais qu'on émette un vœu en direction de la mairie pour lui demander de supprimer ce qu'elle fait depuis tout le temps, à savoir les fournitures scolaires gratuites, et qu'elle nous rétrocéderait l'argent en correspondance, ça ne lui coûterait pas plus cher, et nous on gérerait en fonction de nos besoins là où on les mettrait. Ça semble d'ailleurs très démocratique, ça. Ça l'est moins que ça ne semble, mais enfin quand même. Et ça peut être corporatif, mais... Et alors, moi quand elle a dit les ouvriers vivent mieux qu'avant, dans ma tête je me suis dit, mais... elle n'a jamais regardé dans le porte-monnaie d'un ouvrier. Et, parce qu'à Gabriel Péri, vous avez une clientèle ouvrière et vous avez des petits pavillons derrière, dont certains étaient des ouvriers professionnels hautement qualifiés, qui avaient fait leur maison, la loi Doucheur, en 1930 et quelque chose, et qui, eux, étaient plus près d'un petit cadre que, vous voyez. Donc c'était vrai. Et puis il y avait une petite couche moyenne, comme toujours. Hein. Et en vérité, dans l'association de parents d'élèves, c'est la couche moyenne qui dirige. Et c'est général, très rare autrement. Ça a bougé un peu, mais c'est général. Et alors donc, moi je dis, écoutez, je trouve que vous enjolivez un peu la réalité. Peut-être qu'ils gagnent un peu plus qu'avant, mais tant mieux d'ailleurs. Mais quant à dire qu'il ne faut plus donner les fournitures, non. Ça... Bon, alors on discute. Elle avait même utilisé, c'était l'époque où les gens ils faisaient la queue en Pologne et que ça faisait toujours. Alors, j'avais dit, c'est comme en Pologne. Bon, bref. On a discuté, et on vote, et bien quand on a voté, une voix contre, c'est moi, mais on votait tous pareil, la directrice, l'administration, les parents d'élèves, les grands élèves, les femmes de service. C'est même assez effarant, presque effrayant d'ailleurs, ça m'a fait drôle. Vous voyez qu'une association, une structure comme ça qui, par sa définition démocratique, peut arriver à un vote qui est antidémocratique. C'est compliqué. Alors bon, puis après ben, on traite nos sujets et tout, puis après on s'en va. Et en partant, il y avait quand même chez les parents d'élèves, on s'entendait très très bien, une gêne, vous voyez. Ils voulaient me faire dire que je leur en voulais pas d'avoir voté contre ce que je pensais. Je leur en voulais pas du tout. Non. Je disais, il y a du travail, c'est ce que je me disais. Et alors, on passe dans la cour, je ne sais pas si vous connaissez Gabriel Péri, c'est une grande cour, et la HLM est autour. Et là, en marchant comme ça, je leur dis, et vous faites vos métiers à vous, alors. Qu'est-ce que c'est? Chacun me dit son métier. Ben, il y en avait qui étaient chef de bureau à la mairie, d'autres à la préfecture, d'autres secrétaires de direction, enfin, des métiers qui sont à certains standing, en tout cas. En tout cas, pas ouvriers. Et alors, je leur dis, et alors, qui c'est qui habite là? Et dans les yeux, ça se voit, il y a un effroi, comme un effroi. Alors, et tout de suite, ils le disent. On a voté pour eux et on a voté à la fois contre eux, vous allez nous dire. Ah ben, j'ai dit ça. Je vous le fais pas dire. Hein. Mais il faut qu'on corrige, c'est vrai, on s'est trompé et tout. Non, je dis, on ne va pas corriger comme ça, quoi. On a voté. On va appliquer. Mais on se réunit tous les mois et demi. Si vraiment... vous étayez votre preuve, votre assertion que vous vous êtes trompé, ben on verra. Il ne faut pas dramatiser quand même. Et du coup, ils ont dit, oui, mais on voudrait aller le dire à la directrice. Ah ben, j'ai dit ça, ben, d'accord. Donc on arrive chez la directrice. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Alors eux, ils expliquent. Ah, elle dit, on ne recommence pas aujourd'hui. Hein. Alors moi, je dis, ben non, on recommencera la fois prochaine. Ah non, elle dit, monsieur Arlit, écoutez, non, on l'a fait et tout. Alors je lui dis quand même, madame la directrice, qu'est-ce qu'a emporté le morceau? C'est votre histoire de faire la queue devant ceux qui achètent des limonades. Et encore, on n'avait pas l'argument d'aujourd'hui où 6 morceaux de sucre dans un petit gobelet, il a encore passé à la télé ce matin, vous savez. Ils ont passé une émission qui était pas mal d'ailleurs. Et enfin, ils faisaient la queue, quoi. Alors, je lui dis, écoutez, ils font la queue, d'accord, mais... Vous l'avez photographié, la queue, mais vous ne l'avez pas radiographié. Alors moi, je vous propose une chose, vous ferez si vous voulez, vous avez 6 surveillants. Vous êtes quand même pas mal lotis. Pourquoi pas ne désigneriez-vous pas un de ces surveillants avec la tâche, pendant un mois, à la récréation, de regarder ceux qui viennent et de noter.
C'est facile, ça. Elle a dit oui, ça a été profondément honnête. Et ils ont fait le calcul. Et quand on est revenu à la prochaine réunion, 53 ou 54, je sais, n'achetaient jamais de petites bouteilles. Et à l'unanimité sur sa proposition, on a rétabli les fournitures scolaires. Oui. Résultat, ils n'ont pas été blessés, vous voyez. Par la façon de corriger aussi. Parce que j'aurais pu dire, écoutez, c'est nous les élus, on a été élus par le suffrage universel, c'est autrement plus vaste que l'électorat de parents d'élèves, vous n'êtes représentatif que d'une partie, nous on applique notre truc. Ce qui est d'ailleurs objectif quand même. Hein. Mais non, je ne pense pas. Parce que pédagogiquement, ils ne comprennent pas. Ils ont voté, ils ont voté. Oui. C'était une réunion à l'école Joliot-Curie. À l'école maternelle, la directrice, c'était une militante des CEMEA, c'était les centres d'éducation des méthodes et des études actives. Et elle voulait faire un colloque sur les enfants, les parents, les enseignants. Donc elle le fait, puis elle m'invite, moi j'y vais. Mais j'écoute. Et à un moment donné, il y a une institutrice, ça tournait un peu les problèmes. Tout le monde constatait ce qu'elle n'allait pas, mais il n'arrivait pas à dire ce qui pourrait aller. C'est toujours le plus difficile d'ailleurs. Et il y en a une dame, institutrice, pas dans l'école d'ailleurs, qui dit comme ça, moi je voudrais vous faire part d'une expérience que j'ai et d'une position à laquelle j'aboutis qui me semble fondamentale. Elle dit, j'ai eu un bébé il y a 3 ans, ou 4 ans, et ma foi, ben, je m'en suis occupé comme toutes les mamans avec leur mari, c'est-à-dire les papas, quand ils sont tout petits, tout ça. Elle dit, on lui avait acheté un jouet, on lui avait acheté un train en bois. Et alors, quand on parlait, on disait wagon, on disait train, on disait locomotive, et hop, ça passait. Et elle dit, moi j'étais enseignante, j'étais émerveillée comment il apprenait sans donner l'impression d'apprendre. Elle dit, après, il va à l'école, et à un moment donné, il faut bien qu'il prenne la pointe bic, là, et non pas la plume sergent-major, pour écrire. Et il écrit, et elle dit, quand il écrit train, T-R-A-I-N, 5 lettres, mais c'est long comme ça, locomotive. Je ne l'épelle pas, mais ça fait 10 lettres, et c'est petit comme ça. Eh bien, elle dit, pour lui, c'est une tragédie. On dira petite puisqu'il est petit, mais c'est une tragédie. Et elle dit, il n'y a rien à faire, on ne peut pas céder là-dessus. Et elle dit, moi, par tous les moyens, il faut que j'invente, il faut que je répète, il faut que je recommence, etc., etc. Mais il faut que je réussisse à le faire accéder à l'arbitraire du signe. Ah, franchement, c'est une grande émotion de ma vie, ça. Et je la vois toujours, cette institutrice. Maintenant, elle est plus âgée, hein, il y a longtemps. Mais elle disait le fondement des choses, quoi. Non? Et quand dans les réunions j'en parle, les enseignants sont contents parce que des fois on leur demande tellement d'être autre chose que ce qu'ils devraient être, mais ça n'implique pas qu'on ne bouge pas. Mais quand même, accéder à l'arbitraire du signe, si vous loupez le coup, vous vous rendez compte, après on se plaint qu'ils ne savent pas écrire et tout, et tout, et tout. Mais est-ce qu'on est acharné à ce point-là? Et on peut être acharné et ne pas être embêtant, non? Mais ça demande un travail, une réflexion et un dévouement. Et ça ne peut naître que si on met l'humain au centre de sa préoccupation. Ils savent bien dire les choses, les gens. Il y avait une dame, là, une usine qui avait fermé. Et bon, ils se sont battus, beaucoup, mais ils n'ont pas gagné, ce qui est souvent le cas actuellement. Et alors elle disait comme ça, il y a une dame, quelqu'un d'autre qui cause avec elle et qui lui dit bon ben c'est une page tournée. Alors, elle répond, le malheur c'est que j'étais sur la page. Et ben quand j'ai entendu ça, j'étais c'est une véritable invention, non? Vous la voyez sur la page et on tourne la page. Et pour fermer le cahier, il faut écraser. Hein. On devrait avoir dit... Il y avait une phrase là que je vois là, parce que je l'avais soulignée, celle de Franklin Roosevelt en 1933. Je ne sais pas si on ne l'avait pas dite. La seule chose dont nous devons avoir peur, c'est de la peur elle-même. Parce que ça, c'est une phrase contemporaine, ça.
C'est très bien dit, la seule chose dont nous devons avoir peur, c'est de la peur elle-même. C'est une belle manière de dire que la peur, il ne faut pas avoir peur. Mais le nombre de gens qui ont peur. C'est pour exprimer le courage politique, c'est ça? D'affronter ses propres idées et de les mettre... Ben, tout, parce que même par rapport, par exemple, aux malades mentaux, aussitôt les gens, ils ont peur. Bon, on avait parlé un peu de ça d'ailleurs l'autre fois. Aussitôt les gens, ils ont peur. Et moi, je vous l'avais dit, je crois, à chaque fois qu'on a fait un équipement qui, de près ou de loin, avait l'air de traiter d'un handicap, on a une réaction de quartier, c'est pas un honneur pour eux, mais c'est comme ça, qui est négative. Ils viennent en délégation. Et en général, vous avez quelqu'un dans la délégation qui vous dit qu'il a ou elle a consulté un notaire, et que, parce qu'elle est propriétaire de son logement, et que le propriétaire lui a dit que ça dévaloriserait, oui, si on tient compte de l'opinion habituelle, hein, du consensus mou, là, vous voyez. C'est une vraie question. Et à presque tous les équipements qu'on a fait, on a eu ça. Des fois, moi j'ai arrêté un équipement pour 1 an. Et avec les médecins qui pensaient l'équipement, on a fait le porte-à-porte, mais avec les médecins. Et là, c'est intéressant. Et à la fin, les gens sont d'accord. Mais, par exemple, la structure pour les malades mentaux, là, qui se trouve là où il y a l'école des Israélites. Oh, les gens, qu'est-ce qu'ils ont respecté, alors? Ils disent que ça trouble leur quiétude. Dans le temps, tout le monde tolérait le fou du village. Et là, on ne tolère pas le moindre dérangé du quartier, non? Accepter la différence. Ouais, voilà. Ouais, ben ça, c'est la formule qui est bonne, c'est de dire il y a un tel culte de la différence que certains se sentent gagnés et font de leur différence une indifférence aux autres différences. Et ça, c'est terrible, ça. Mais ça, c'est massif, hein, massif. Alors, c'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que c'est compliqué. Et dans une ville comme nous, il y a beaucoup de communautés, eh bien, il y en a des différences. Et de part et d'autre, il y a des différences qui sont exacerbées. Ah, c'est pas facile. Hein. Il faut se battre là-dessus. Il ne faut pas céder. Le Front National, il avait une fois écrit un petit article en parlant d'Aubervilliers, en disant « Ah, le bon temps où on était entre ouvriers ». Et moi, quand je l'entendais parler, je disais « Non d'un chien, il dit ce que pensent les gens. » Vous voyez? Et il le dit. Et je ressentais ça. Par exemple, comme je vous dis que j'ai habité le 20 avenue Roosevelt. Rien que des ouvriers. Et on vivait, mais c'était... Quand j'y pense, c'était extraordinaire. Extraordinaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y avait d'extraordinaire? Eh bien, on se fréquentait. Il y avait une vie politique. Par exemple, la vente de l'Humanité dimanche, c'était un bonheur, vous savez. Moi, je l'ai fait, je l'ai vendu jusqu'à 35 ans. Tous les dimanches. Je partais à 9h30, je rentrais à 14h. Et j'en vendais 165. Et vous sonnez chez les gens, ils vous font rentrer. La seule chose dont il faut que vous méfiez, c'est de trinquer avec les gens. Moi, je disais toujours non, mais toujours non. Mais on bavardait. Et là, vous apprenez tout. Quand vous avez fini, vous savez tout ce qui se passe dans le quartier. Et comme moi, je n'étais pas élu à ce moment-là, eh bien, je vendais le dimanche, le lundi matin, ici, je passais tout le temps voir la première adjointe, et je lui demandais tel ou tel renseignement et tout. Elle me préparait tout pour le samedi, et le dimanche suivant, je répondais aux gens. C'était, comme on dit, de proximité, mais de la vraie. Et ça, c'était très, très intéressant. Mais on intervenait surtout. On peut dire c'est totalitaire, je ne vois pas où c'est totalitaire. On faisait venir un écrivain une fois tous les mois et demi. Et on vendait les livres avant, comme ça on était sûr qu'ils soient vendus. Vous voyez? On faisait plein de trucs comme ça. Et les gens venaient.
Alors là, entre camarades, alors, on gardait même les enfants pour permettre à ceux qui n'allaient jamais au théâtre d'aller au théâtre. Par exemple, la concierge, qui est morte maintenant, et son mari, qui était au comité d'entreprise de Cherato, il est à la maison de retraite, là. Je vais de temps en temps lui dire bonjour, mais sa femme est morte il y a longtemps. Et ben, elle était devenue conseillère municipale, parce que c'était... Enfin, c'était comme une bonne sœur, c'est marrant. Elle aidait à perpétuité, quoi. Mais ils avaient 3 enfants. Et ben, j'allais garder ces 3 gosses, ils allaient au théâtre. Je les aidais à choisir, parce que si jamais j'avais été déçu après, et comme ça. Et ben, on faisait ça entre nous, vous voyez, c'est formidable. Plus possible aujourd'hui, ça. Ou alors, des amitiés, je dirais particulières, plus restreintes, et de longue date et tout. Mais là, c'était une sorte d'amitié sociale, quoi. Oui. Mais dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, par exemple, Muguel Jacquin, là, celle qui a été notre députée, elle était tombée amoureuse, elle habitait la Courneuve, mais elle était tombée amoureuse d'un jeune qui habitait au 48, qui s'appelait Jacquin. Mais ils se sont séparés après. Et alors, Jacquin, ils étaient 2 frères, il y en a un qui habite toujours boulevard Anatole France, et le père et la mère, ils sont morts, mais ils étaient là. Et puis là, qu'un dimanche, je vendais l'Humanité dimanche dans la maison, et j'arrive et je vois la mère en pleurs. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et bien, il était rappelé pour la guerre d'Algérie. Hop, je file voir un copain, je lui dis, tu continues à tourner. Je m'en vais à la section du PC, faire un stencil. Mais moi, je ne tapais pas la machine. Puis on faisait beaucoup comme ça. J'ai écrit le stencil, vous voyez, sur un jeune qui est... Et demain soir, réunion dans le sous-sol et tout. Le lendemain soir, il y avait 67, je me rappelle des chiffres, 67 personnes. D'abord la famille, d'un seul coup. On déplace un peu son émotion, quoi. Tout ça, vous voyez. Et on faisait tout comme ça. On a même créé, tiens, ça va peut-être vous intéresser, je vous l'ai peut-être dit ici, mais je ne me souviens pas. On sentait qu'il y avait un besoin, les femmes travaillant de plus en plus, de garderie pour les enfants au sortir de l'école maternelle. Alors, les écoles maternelles n'avaient pas de garderie à cette époque-là. Je vous parle de 1954, 55, 56. Oui, c'est pas si vieux, si. Ça fait quand même 60 ans. Pas tout à fait. Et qu'est-ce qu'on décide? Eh bien, on va faire une garderie. À quelques communistes, là. Et alors, on nettoie à fond la salle où on se réunissait pour les locataires, mais bien, on balaye, on fait tout, et on annonce ouverture d'une garderie. Et on décide, une équipe de 10, là, d'être les... Donc ça nous faisait le soir, c'était tous les 10 jours, c'était tout à fait possible. Mais c'est que ça s'est su. Et au bout d'un moment, on n'avait pas 8 gosses, mais on en avait 40. Alors ça devenait du point de vue hygiène, du point de vue santé... Alors on a fait une délégation chez Marguerite Lemot, la première adjointe. Et on a dit, voilà, c'est un besoin social, il est là. On a essayé d'y répondre bénévolement, on a bien fait, mais c'est un bénévole qui va piquer du nez. Puis les gens vont grandir, d'autres vont s'en aller, d'autres gosses vont arriver. Alors elle a dit, bon, ben on va en parler. Ils ont parlé au bureau municipal, ils ont décidé de créer des garderies dans les maternelles d'Aubervilliers. Vous voyez, quand quelque chose s'est inventé. Il y avait, comment il s'appelle? Il y avait un historien français du 19e siècle, Henri Martin, qui s'appelait, qui était un bourgeois révolutionnaire. Et il disait toujours, si tu veux, ou si vous voulez, trouver quelle est l'auteur d'une mesure, demande-toi toujours qui y a intérêt. Là est le véritable auteur. Hein? Et les garderies sont nées de là, à Aubervilliers. Ce n'est pas un programme qui a été élaboré du tout. C'est la vie. C'est ça la politique.